7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h17, le petit déjeuner politique ce matin. Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Oui, bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Le pass vaccinal, les vacances de Monsieur Blanquer, la campagne de Mélenchon, la bataille avec Taubira, Hidalgo et Jadot, autant de questions que nous allons aborder, mais vous vouliez souhaiter les bons vœux, c'est ça? Oui, tout à fait. À tous ceux qui nous écoutent, bonne année, bonne santé, ça prend une dimension particulière de dire ça. Oui, Ça va être une année difficile, importante. Évidemment, moi je pense aux rendez-vous politiques qui sont devant nous. Faut s'y intéresser. Voilà, il y a 84 jours, je crois que je sais plus combien. Ça se jouera peut-être justement là-dessus, la mobilisation des abstentionnistes potentiels? Totalement. Pour ce qui est de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, totalement. Soit on a un taux d'abstention très élevé, qui généralement, sociologiquement, c'est plutôt les milieux populaires, plutôt ceux qui votent pour nous, et c'est pas bon. Ce sera pas bon pour nos idées, pour notre candidat. Si à l'inverse, il y a une mobilisation, ce que je souhaite, c'est une élection importante. C'est l'élection, on disait, la clé de voûte des institutions, président de la République. Mêlez-vous de tout ça, les amis. Je veux dire, c'est après voter. Bon, moi, je défends un candidat, mais écoutez tous les candidats, écoutez Sud Radio, écoutez les émissions politiques. Faut débattre, faut qu'il y ait des réunions publiques, faut qu'on échange des arguments, faut qu'on connaisse les programmes. J'en profite au passage pour dire, faut qu'Emmanuel Macron se déclare candidat. Ouais. Il va l'être, c'est pas un scoop. Bon, donc qu'il le fasse. Pourquoi Qu'est-ce que ça changerait? Pour qu'il présente son programme de pourquoi il veut être. Il le présente à chaque fois, à chaque déplacement. Mais vous avez parfaitement raison. Mais la difficulté, c'est qu'il le fait avec des moyens publics, en quelque sorte, avec un statut de président de la République. Bon, c'est pas réglo, parce que moi, je pense que c'est pas la même chose un président de la République qui évidemment a des obligations, qui fait des choses, qui a des moyens pour le faire, et un candidat qui doit quand même respecter un peu des règles communes, c'est-à-dire en termes de financement de campagne, en termes de déplacement, etc. Et puis c'est pas la même chose par petites touches comme ça dans des opérations de communication que de nous présenter un programme. Je le dis pour la confrontation des idées, pour le débat démocratique. Sinon, on reste dans des démocraties de basse intensité avec des opérations comme au dernier moment, il intervient, 2-3 effets, 2-3 images. Bon, c'est pas bien. Un grand pays, ça se dirige pas par des combines. Macron avait dit la dernière fois qu'il avait fait le hold-up du siècle en étant élu. Un pays qui est pris par hold-up, ça amène la situation dans laquelle on est, l'autorité est contestée, on comprend plus rien, etc. Allez, Alexis Corbière, on va y revenir tout à l'heure sur la politique en tant que telle aussi, peut-être aussi avec la gauche. Mais et avant de voir le pass vaccinal, il y a tout de même les vacances de Jean-Michel Blanquer qui suscitent beaucoup de réactions ce matin, la controverse. Grosso modo, je le rappelle pour les auditeurs, le ministre de la Santé, de l'Éducation, le ministre de l'Éducation est allé passer des vacances à Ibiza et n'est rentré des Baléares que la veille de la rentrée début janvier. Il a envoyé donc le protocole en fait de là-bas qui a été reçu un peu tard. Quelle est votre réaction? Est-ce que c'est une faute ou est-ce qu'il avait le droit de prendre ses vacances? Pas de démagogie, il a le droit de prendre des vacances, évidemment. La question par contre, c'est qu'il fait une opération de communication déjà qui est extrêmement contestée. C'est-à-dire que on est tous tendus. Moi, j'ai des enfants, les collègues qui sont profs, etc. Tous, on s'intéresse à l'école. Le protocole arrive au dernier moment, dimanche, sur un parieur dans un premier temps payant, dans un journal qui s'appelle Le Parisien. On le voit en photo, costume, au milieu de son bureau, en train de travailler. L'ambiance et le ministre très mobilisé, etc. Et on s'aperçoit quelques temps plus tard qu'en fait, depuis le 28 décembre, il était à Ibiza. En termes de communication et de symbolique, c'est pas terrible parce qu'Ibiza, c'est pas vraiment le lieu qu'on s'imagine d'une grande réflexion. C'est plutôt un endroit festif. Moi, je suis jamais allé, mais c'est plutôt l'image qu'on en a. Et tout ça vient s'ajouter au fait qu'on a un ministre qui, lorsqu'il y a toute une profession qui se met en grève le 13 janvier, les enseignants étaient en grève et ils avaient raison le 13 janvier. J'annonce d'ailleurs qu'il y a une prochaine grève le 20 janvier qui est annoncée. Lui, il leur répond, on fait pas grève contre le Covid. Sous-entendu, vous êtes des baltringues, vous comprenez rien, alors que la profession n'était pas mobilisée contre le Covid, mais contre sa politique. Pas de masque, pas de moyens de dédoublement, pas assez de postes, à tel point que même Castex a repris la main pour pouvoir satisfaire, ou du moins commencer à répondre aux mobilisations. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, bien sûr, c'est de la communication et de la symbolique. Blanquer, quelque part, comme tout le monde, même s'il est très arrogant, il aurait droit à des vacances, mais ça, c'est une accumulation de choses où sa parole est totalement décrédibilisée, et surtout, c'est tellement à rebours de l'image qui se donne de quelqu'un qui est très cassant, que lui... je veux dire, c'est plus l'homme de la situation. Moi, je le dis, c'est une faute ou pas, alors? Mais oui, c'est une faute. Il devrait rendre service à l'école et démissionner, je le dis clairement. Parce qu'il irrite tout le monde. Il irrite tout le monde. Moi, je l'ai vu dans la manifestation. Mais ça ne va pas ajouter de la cacophonie s'il venait à démissionner immédiatement? Alors, on est à 2-3 mois d'une élection. Et évidemment, cette crise à gérer. Mais je veux dire, moi aujourd'hui, vous savez, ça me rappelle, il y a eu des ministres symboliques, hélas, je pense à Claude Allègre, qui irritaient toute la profession. Quel que soit ce qu'il disait à la fin, monsieur Allègre, les gens le supportaient plus. Il est un peu devenu ça, Blanquer. Quel que soit ce qu'il va dire aujourd'hui, il irrite la profession, qui en a ras-le-bol. Et parce que on en est, je crois, au 50e protocole dans les écoles depuis 2 ans. Comme dans beaucoup d'entreprises où ça a été compliqué, un peu partout dans la société. Mais normalement, quand même, l'éducation nationale, vous savez, les entreprises n'ont pas les moyens de l'éducation nationale, ça va être mieux. Et puis, je répète qu'il n'y a pas de capteur de CO2,
il n'y a pas de purificateur d'air. Je dis à nos auditeurs qui ici dans le studio de Sud Radio, et je vous en félicite, il y a un purificateur d'air. Oui, non, mais je veux dire, pour quelle raison ce que vous faites, qui est une entreprise privée, vous faites ça pour les salariés, etc. Pourquoi ça fait 2 ans que c'est pas fait? Et ainsi de suite. Il n'y avait pas de masques qui étaient distribués. Là, maintenant, il y a l'idée qui commence, je sais pas quelle sera son application, qu'il faudrait, pourquoi pas, embaucher des aides d'éducation pour pouvoir dédoubler les classes. On a depuis 2 ans. Bon, donc, de façon solennelle, vous réclamez la démission de Jean-Michel Blanquer. Je pense qu'il doit partir, parce qu'il incarne ce qu'il y a de plus, comment dirais-je, méprisant vis-à-vis des enseignants. Il incarne une forme de jamais il se remet en cause, etc. Bon, et en plus, il perd du temps, mais on n'a plus le temps de développer sur des trucs. Alors, c'est la chasse au Dahu à l'université, le wokisme, le machin. Bon, il a fait un colloque entier ce week-end. Ça a dû l'occuper. Il y a 10 jours, oui, c'est ça. Alors que je pense que la priorité, c'est qu'on puisse déposer les gamins à l'école, que les professeurs travaillent dans de bonnes conditions, que les classes éventuellement puissent être dédoublées, puissent être aérées, etc. Oui, Alexis Corbière, venons-en au pass vaccinal maintenant. Le gouvernement veut le faire entrer en application dans quelques jours. Vous avez engagé un recours devant le Conseil constitutionnel. Sur quoi? Sur quelle base? Qu'est-ce que vous reprochez? Alors, déjà, longue histoire, ça s'est terminé dimanche à 18h, on a voté, pendant qu'il y avait ce magnifique meeting à Nantes de Jean-Luc Mélenchon, mais on s'était dédoublé. Nous, on est opposés parce qu'en termes de liberté publique, il y a quand même des restrictions. En plus, on nous annonce, j'aimerais y croire que les choses sont peut-être, le pic est en train de baisser, eh bien, figurez-vous que si ça se trouve dans 10 jours, si vous n'êtes pas vacciné, même si vous montrez, suite à des tests, que vous n'êtes pas porteur du virus, toute une série d'activités basiques, de vie courante, vous seront interdites. Pour quelle raison? Je ne le comprends pas. Deuxièmement, ce qu'on n'aime pas, c'est l'idée que même à des gens qui ne le demandent pas, je pense à une profession de restaurateur, etc., on vous demandera votre passe vaccinal et éventuellement votre pièce d'identité. Moi là, c'est une question de principe. Je suis pas en train de jouer. La ministre disait hier, oui, mais quand vous faites un chèque et on vous demande une pièce d'identité, vous la donnez. Alors, l'argument, il est très faible, parce que ça, c'est une transaction financière. Éventuellement, vous pouvez la contourner en payant en liquide si vous voulez pas présenter une pièce d'identité. Donc, vous n'êtes pas bloqué, normalement, par rapport à ça. Si le ministre ne voit pas la différence entre un policier qui, lui, est assermenté et, comment dirais-je, un patron de bistrot, moi, je veux dire, vous savez, même si j'ai beaucoup de sympathie pour... il s'agit pas d'être suspicieux, mais une pièce d'identité, pardon, elle est à vous. Et j'ai pas envie que n'importe qui la prenne, je sais pas, la prenne en photo, la mette sur le bas. Peut-être que vous sortez le soir avec quelqu'un, vous avez peut-être pas envie qu'on sache qui c'est. Enfin, je veux dire, à un moment donné, qui ne voit pas le fait qu'il y a des choses qui sont élémentaires en termes de liberté publique, même si la santé c'est important, sur lequel on ne doit pas dépasser. Alors, sur quel point vous avez espoir que ce soit bloqué au Conseil constitutionnel ou sur le pass vaccinal? Sur ces points-là, comment se fait-il, par exemple, qu'on en vienne à une situation où si vous êtes vacciné, mais porteur du virus, voire même être malade, vous pouvez aller quelque part, alors que si vous attestez par éventuellement des tests qui ont été faits que vous n'êtes pas porteur du virus, vous serez bloqué. Il y a là quelque chose qui est totalement incohérent. Et je répète que même du point de vue des libertés publiques, ce dont on vient de parler sur la pièce d'identité, le fait qu'on puisse, alors lors du débat, le rapporteur m'a dit, il s'agit pas de contrôler, il s'agit de vérifier. On joue sur les mots, mais moi je répète qu'il faut être assermenté, ou du moins c'est des professions particulières qui peuvent vérifier votre identité, qu'on touche là des choses fondamentales et puis d'autres petits sujets. Donc on verra, ça va prendre 8 jours. On a réussi, c'est Hugo Bernalici, mon collègue qui est député, qui fait un énorme boulot là-dessus, qui a réussi à rassembler 60 députés, c'est-à-dire c'est pas que les insoumis, il y en a beaucoup d'autres, il y a même des collègues de droite, etc. et du centre qui nous ont rejoints, avec je crois les communistes et d'autres. On dépose, et c'est quand même la moindre des choses que sur un texte qui va concerner les libertés de 60 millions de gens, le Conseil constitutionnel se penche dessus. Oui, les milliardaires se sont enrichis, Alexis Corbière, pendant la crise, pendant les 2 ans. Voilà. C'est ce que l'on a vu, en tout cas selon le rapport Oxfam. Et ça vient notamment aussi de l'argent public qui a été mis sur la table. Voilà. Qu'est-ce que vous demandez, vous? Qu'est-ce que vous réclamez? Alors nous, par exemple, gros sujet, déjà de l'argent public, il faut que ce soit conditionné au maintien de l'emploi. Moi, je suis pas fermé à l'idée que notamment tout notre tissu économique, petites et moyennes entreprises, faut l'aider. Le choc a été rude. Mais quand on s'aperçoit que dans les aides publiques, il y en a beaucoup qui sont attribuées à des grands groupes qui font des profits, qui ont continué à reverser des dividendes significatifs à leurs actionnaires. Moi, l'argent public, votre argent, l'argent qu'on paye en impôt, c'est pas pour donner à des actionnaires. C'est fait pour maintenir sans doute une entreprise et l'emploi. Moi, je veux bien qu'on en discute, mais pas ça. Donc, on pourrait, par exemple, conditionner le fait que quand on verse de l'argent à des grands groupes, il n'y a pas derrière des dividendes reversés aux actionnaires, voire même des délocalisations et des licenciements. Ça, c'est pas tolérable. Deuxièmement, merci de constater, un des bilans d'Emmanuel Macron, ce sera une augmentation de gens qui sont passés sous le seuil de pauvreté, et c'est terrible, parce que je pense que moi, la question de la pauvreté, c'est au-delà même de ce que ressentent les gens. Il y a eu cette crise aussi, qui ne lui est pas forcément imputable, la crise sanitaire. Oui, mais enfin bon, je veux dire, l'augmentation de la pauvreté, le creusement des inégalités, le fait que les 1% des Français les plus riches se soient encore plus enrichis, c'est quand même un bilan. Et surtout quand vous voyez, par exemple, que des premiers actes d'Emmanuel Macron, ça a été la suppression
de l'ISF, alors que ça coûte quand même extrêmement cher. Ça, c'est pour les actionnaires, mais il y a toujours l'IFI pour l'immobilier. Oui, mais enfin, je vais vous dire une chose, par exemple. Moi, mon premier acte de député, c'était un coup de communication, c'était de montrer, ils ont baissé les APL de 5 euros, c'est les plus modestes, donc 5 euros de moins pour les gens pour payer le loyer. Eh bien, ce que ça a coûté, je veux dire, c'est 3,5 milliards de moins qui ont été donnés aux classes les plus populaires pour le logement, et à l'inverse, la suppression de l'ISF, on rendait 3,5 milliards aux plus riches. C'est symbolique ce que je suis en train de dire, j'espère qu'on m'a compris, mais dire, ce gouvernement, il a donné un peu moins aux plus modestes et il a rendu aux plus riches. Ça ne sert à rien. En plus, il y a des rapports qui nous montrent que le ruissellement, ça marche pas. Alexis Corbière, Éric Zemmour a fait appel de sa condamnation hier pour ses propos sur les mineurs isolés. Il se dit victime d'une justice politique et il invoque la liberté d'expression. Vous qui êtes épris de la liberté d'expression, est-ce que vous le comprenez? Alors, la liberté d'expression, il faut qu'elle soit défendue. Maintenant, il y a aussi dans ce pays des lois, et c'est normal, qui limitent la parole, quand il y a du racisme, de l'antisémitisme. On n'a pas le droit de dire des choses. Mais mineurs isolés, c'est pas une religion, c'est pas une race en tant que telle. Justement. La phrase, si vous l'avez sous les yeux, lisez-la, c'est dire tous les mineurs isolés sont des délinquants. Tous. D'accord. Aujourd'hui, je joue sur les mots en disant, oui, il dit, il y a parmi les mineurs isolés des délinquants. Oui, je vais même dire des choses. Il y a parmi les gens les plus pauvres, sans doute, plus de délinquance que parmi les gens qui n'ont pas besoin c'est-à-dire, il est brutal, il ne fait pas dans la nuance. Le plus terrible, je veux dire, c'est que c'est un homme intelligent. Il maîtrise parfaitement sa parole, c'est son métier. Il sait ce qu'il fait. Il utilise un vocabulaire extrêmement agressif pour essayer de se faire entendre. Sauf que ce vocabulaire agressif, à un moment donné, il donne l'impression, enfin, je veux dire, c'est le but recherché, tous les mineurs isolés, ça veut dire clairement aucune solidarité, refoulons-les, ne nous posons pas la question. De toute manière, ils sont délinquants. Ils ne sont pas êtres humains, ils sont délinquants. Tous, d'accord? De la même façon que ces propos qu'il a... Donc c'est justifié, cette condamnation. Au bout d'un moment, moi je suis pas juge, mais je veux dire, au bout d'un moment, il y a quand même une limite. Vous, à votre micro, vous êtes attaché à la liberté d'expression, mais pardon, vous dites pas n'importe quoi. Vous faites attention, vous vérifiez les données. Donc cette affaire est importante. De la même façon, même rentrer dans le débat sur des questions sensibles, délicates, l'accueil des enfants handicapés, la capacité dans le service public, notamment de l'école, à accueillir le plus possible d'enfants handicapés. Lui, il arrive avec ses gros sabots, son truc de lourdeau, en gros, pour les... Bon, on a vu il nous reste 3 minutes maintenant. Oui, 3 minutes. Sur les divisions à gauche, Jean-Luc Mélenchon a dit dimanche, je ne suis pas leur copain à propos des uns et des autres qui veulent organiser cette primaire notamment. Qu'est-ce que ça signifie? Que l'éparpillement de la gauche, c'est pas votre problème? C'est-à-dire que si on veut gagner, et nous souhaitons faire le score le plus fort pour accéder au second tour, c'est possible, les études d'opinion le démontrent. Vous êtes si on refait 9, et ça monte un petit peu. Autour de 10, et vous savez, au mois de janvier en 2017, il y a 5 ans, si on additionne les 1 ou 2 points que le Parti communiste, puisqu'il était avec nous, on est au même score qu'il y a 5 ans. Ce que je veux démontrer, c'est qu'il y a 5 ans, on a terminé à 19,5%, tout va s'accélérer en mars et avril. Si on refait la même chose, Jean-Luc Mélenchon peut être au 2e tour. L'enjeu, c'est quoi? Donc il ne faut pas qu'il y ait Christian Taubira. Je termine, c'est que l'enjeu que nous constatons, c'est l'abstention des milieux populaires. Toutes les études le démontrent. C'est à eux qu'il faut s'adresser. Ce que vous évoquez, la question de la primaire, c'est ils ne parlent pas à ces milieux populaires, ils parlent entre militants et petites organisations. Bon, c'est du temps perdu. Et la conclusion qu'ils veulent, eux, en tirer, c'est qu'il vaut mieux un candidat qui apparaît au dernier moment avec un programme quasi inexistant. Et ben moi, je dis ça, c'est perdant. C'est un désaccord de fond. Et enfin, pour finir, là où ils m'agacent, les gens de la primaire populaire, je leur dis clairement, c'est qu'on passe notre temps à être interpellés comme le sparadrap du capitaine Haddock avec quelque chose avec lequel, nous n'avons rien à voir. Voilà, nous n'y participons pas. De fait, indirectement, vous y participez puisque le nom de Jean-Luc Mélenchon est cité. Est-ce que vous allez appeler justement vos adhérents aussi à finalement y participer pour si vous arrivez en tête finalement dans ce scrutin? Mais on n'appelle à rien. Au point où Christian Taubira ne pourra pas y aller. Je sais pas. Écoutez, j'y comprends plus rien. Elle a dit qu'elle ne viendrait pas faire une candidature supplémentaire. Et la seule chose que je vois, c'est qu'elle ne fait qu'une candidature supplémentaire. Madame Hidalgo l'avait invitée, si bien compris, à venir. Puis maintenant, Madame Hidalgo ne souhaite plus. Avouez que même moi, qui suis un observateur un peu plus attentif, j'imagine que ceux qui nous écoutent et qui bossent tous les jours, donc vous appelez au rassemblement toujours derrière Jean-Luc Mélenchon. Le rassemblement, il y a un programme, 649 points, celui de l'avenir en commun. Il y a un candidat qui a une expérience, Jean-Luc Mélenchon. Il y a un parlement de l'Union populaire qui rassemble toute une série de personnalités. Il y a encore un des grands responsables du Parti communiste, Sébastien Jumel, député, qui a appelé à voter Jean-Luc Mélenchon. Il y a Ali Rabé, qui est un maire génération proche de Benoît Hamon, qui vient de le faire, des figures de l'écologie. Nous n'arrêtons pas d'engranger des soutiens. Fabien Roussel, vous avez été choqué par ce qu'il a dit l'autre jour ou vous le comprenez totalement sur les critiques sur la viande, le fromage, etc., la gastronomie? Non mais attendez, je vais vous dire,
il n'y a pas eu de polémique, y compris Fabien qui m'écoute, il fait une campagne. Vous l'appelez au rassemblement à être avec vous aussi? Mais je le respecte, je vais pas passer. Il est candidat. La seule chose que je dis, c'est que c'est dommage que si on refaisait seulement refaire ce qu'on avait fait ensemble en 2017, on est au second tour, c'est génial. On peut essayer de le faire. Pourquoi on le fait pas? Il faut pas cultiver le pessimisme. Ça aussi, c'est une critique que je fais aux amis. Je mets le mot entre guillemets la première populaire. Qu'à force de répéter, on a perdu. Si on n'est pas rassemblé, on a perdu. Le message qui passe, c'est on a perdu. Alors que moi, je dis, on peut gagner. Ça dépend de notre capacité de mobilisation. Ça dépend de notre capacité de conviction. C'est le travail que fait Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, on tirera le bilan, mais que personne, la dernière fois en 2017, ne croyez pas que la campagne a été fabuleuse d'un bout à l'autre et qu'on était à 19,5% en permanence. On a terminé à 19,5% parce que c'est maintenant que ça se joue. Février, mars, avril, en campagne. Oui. Alexis Corbière, merci, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et député à la France Insoumise de Seine-Saint-Denis.